Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier intitulé Les ombrières photovoltaïques, le solaire multifonction. L'objet ombrière photovoltaïque est maintenant bien connu. À l'échelle d'un particulier comme d'une entreprise ou d'une commune, on ne dira pas encore que c'est un produit de consommation courant, mais les offres commerciales se multiplient, ça ne vous a pas échappé sur Energaia cette année. Alors tout simplement parce que ça répond à un besoin. Nos consommations d'énergie changent, s'électrifient. Des aides publiques montrent la direction à prendre, moins de chaudières fuel, plus de pompes à chaleur, moins de véhicules thermiques qui boivent du pétrole, plus de voitures électriques, beaucoup plus même, puisque nous passons en gros de 200 immatriculations en 2019 à sans doute plus de 2 millions à la fin de l'année. Ça donne quand même l'idée de ce changement d'échelle. Et puis, il y a le fameux croisement des courbes qui s'est opéré entre le coût de l'énergie pour le consommateur, toujours plus haut, et le coût du watt photovoltaïque produit, qui s'est stabilisé à un niveau, on va dire, plutôt bas. Vous ajoutez à cela une soif d'autonomisation, renforcée par les conséquences des crises du Covid-19, de la guerre en Ukraine, une loi qui pousse à la solarisation des parkings, avec en plus une bonne visibilité, ça on y reviendra, pour les acteurs sur les prochaines années, en termes d'obligations légales. Et vous obtenez à l'arrivée un marché prometteur, porteur, celui des ombrières photovoltaïques, associé à un usage évident, la recharge de véhicules électriques. Alors, l'atelier de cet après-midi ne porte pas tant sur l'aspect technique de ces ombrières et des bornes de recharge, on pourra en parler un tout petit peu quand même. Avec nos intervenants, nous nous attarderons plutôt sur les modèles économiques aujourd'hui à la disposition des collectivités et des entreprises pour développer massivement ces installations sur leurs emprises foncières. Un angle économique donc doublé d'un comment je m'y prends, quel partenariat nouer, quels services, quels usages associés, quels outils pour la gestion des bornes, quel accompagnement sur la durée. Voilà. 4 intervenants pour nous éclairer sur ce sujet des ombrières. Je me suis permis le jeu de mots cet après-midi. Il y a avec nous Tanguy Poupard-Lafarge, chef de projet Smart Charging Drive France. On va avoir un duo composé de François Guérin, cofondateur et président de l'entreprise Siouson, et de Nicolas Ginte, qui est le directeur de la SEM à Vergy. Et puis enfin, quelqu'un, je dirais, qui a son rond de serviette à Energaia depuis les débuts du salon, c'est Richard Loyen, qui est le délégué général d'Enerplan. Bonjour à vous quatre. Voilà, vous avez les micros qui vont apparaître, mais on va commencer avec vous, Richard Loyen. Enerplan est le syndicat professionnel de l'énergie solaire, et depuis 2019, votre syndicat travaille en partenariat avec l'AVER, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique, autour du couplage entre le solaire photovoltaïque et la recharge de véhicules et la mobilité. Alors, vous venez de sortir une nouvelle étude à ce sujet qui vise à développer les synergies de ces deux écosystèmes. Avant de vous écouter pour une synthèse de cette étude, j'ai une question. Pourquoi Enerplan a ciblé comme un fort enjeu ce secteur si particulier des ombrières et de la mobilité électrique? Alors, bonjour à toutes et tous. Partons d'un constat, les voitures électriques, c'est des batteries sur roues. Et finalement, notre problème en termes de photovoltaïque, c'est qu'on a une production qui est variable et prévisible et que le stockage joue un rôle important. Et finalement, le stockage stationnaire a sa place à prendre, mais le stockage à coût marginal, ça s'appelle une voiture. Parce qu'à la base, on ne l'achète pas pour stocker de l'électricité, mais pas forcément solaire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était des choses qui allaient bien ensemble. Et c'est ce qui confirme l'étude qui a été réinitialisée. La première datait avant le Covid, donc 2019 qu'on a sorti en 2020. Et là, on s'est dit qu'il fallait faire une repasse pour regarder comment les choses avaient évolué. Alors justement, j'ai dit ça évolue très fort en nombre de véhicules, il y a une grosse incitation. Est-ce que c'est pareil? Est-ce que ça évolue beaucoup sur cet écosystème entre les deux filières, j'allais dire? Pas si vite que ça. Finalement, alors malgré je vois ici sur Energaia, il y a de plus en plus de bornes de recharge qui sont présentées, de systèmes de pilotage. Néanmoins, le constat, c'est qu'aujourd'hui, l'offre intégrée photovoltaïque plus borne de recharge, pilotage, voire stockage stationnaire si on veut faire du smart charging avec du stockage, l'offre intégrée est encore peu développée. Donc voilà, elle est un peu sur l'étagère et elle n'est pas encore complètement au marché.
C'est le constat qui est fait. Juste pour rappeler, à la base, on s'était dit on va étudier électromobilité et ENR. Parce qu'on avait entendu qu'il y avait quelques éoliennes qui alimentaient des bandes de recharge. Finalement, c'est électromobilité et photovoltaïque. L'application éolienne est finalement assez peu exploitée. Marginal, parce que pourquoi? Parce que Parce juste que le problème plus loin, d'implantation? Oui, effectivement. plus loin que sont les bornes. Si on est sur des systèmes contractuels d'autoconsommation collective, on est sur 2, 10, 20 km. Après, on peut avoir des contrats de fourniture d'éoliennes. Il y a des bornes de recharge qui sont alimentées à partir de d'ENR en PPA. Et à ce moment-là, mais on est sur du Oui, couplage qui en vente est... directe, notamment des éoliennes. Je me rappelle de Calista, hein, par exemple, qui est au bord des autoroutes. Peut-être il y a voilà, des cas particuliers, mais Il y en a un. on va, on va pas mettre des éoliennes dans le centre de Montpellier facilement pour faire de la borne de recharge, c'est clair. Quels sont les enseignements majeurs d'abord sur un état des lieux et puis peut-être après vous dire c'est quoi les préconisations finalement d'Enerplan? Donc le premier, c'est pourquoi coupler. Le couplage, et j'étais agréablement surpris hier de lire un rapport de la Creux qui vient de sortir et qui recommande ce couplage, c'est la limitation de puissance appelée. Finalement, l'autoconsommation, c'est autant d'électricité qui ne sera pas appelée du réseau pour alimenter la voiture. Faire du smart charging, peut-être augmenter la puissance de charge si on a de la charge variable, parce qu'il y a plus de soleil, je vais pouvoir recharger plus vite. Je vais pouvoir ou pas mobiliser du stockage stationnaire. Donc l'enjeu, c'est on ne stresse pas le réseau. On n'a pas d'appel de puissance et on valorise un maximum la production locale en consommation directe ou en consommation décalée dans le temps. Le constat également, c'est qu'aujourd'hui, le véhicule to grid, to home, to anything, On va en parler le après. Oui. collègue de Dries en parlera, est encore peu développé. Il n'est pas mature aujourd'hui en termes de code. C'est quoi? C'est une faisabilité économique, c'est technique? C'est logiciel, je pense, avec les standards, mais mon collègue est plus spécialisé que moi, il va en parler. Donc aujourd'hui, on a un modèle qui est pertinent, mais qui est encore assez peu développé. Et j'ai confiance que l'année prochaine, on pourra faire une conférence où il y aura eu beaucoup plus de cas d'usage, de développement, parce que ce qui est aujourd'hui en présentation sur les stands va se retrouver demain sur le marché. Il y a des choses qui freinent, c'est la lisibilité sur le retour d'investissement. Alors là, je ne pense pas à ceux qui achètent une borne pour leur entreprise ou pour leur maison, mais pour ceux qui font du service de recharge. Aujourd'hui, la lisibilité sur le couplage est encore incertaine. On a un couplage qui est un impensé réglementaire. Aujourd'hui, vous avez des collectivités qui vont avoir un service qui va s'occuper du programme de déploiement de l'IRVE, un autre qui va s'occuper du programme de développement des énergies renouvelables. Ils ne sont pas forcément dans le même bureau ni dans le même bâtiment. Et les deux programmes, les deux plans en termes de déploiement ne sont pas pensés pour être faits ensemble. On va voir avec la SEM à Vergy que parfois les gens se parlent quand même. Mais c'est quoi le principal problème? C'est une question d'organisation? Est-ce qu'il faut qu'il y ait les pouvoirs publics qui apportent là aussi une aide, aussi un soutien, qui donne la direction là aussi? Alors, il pourrait y avoir une aide publique qui soit apportée, hein. Nos collègues allemands offrent une prime, je crois, c'est de 10 000 euros quand on achète du photovoltaïque, plus du stockage, plus une borne de recharge avec un logiciel intelligent pour faire du smart charging. Donc toujours l'enjeu de ne pas stresser le réseau avec du stockage stationnaire. Aujourd'hui, ça n'existe pas en France. On a même et là c'est un point de réglementation à faire évoluer, dans l'arrêté tarifaire photovoltaïque, on ne peut pas recharger sa batterie avec du réseau pour réinjecter après. C'est strictement interdit. Donc là, qui ne facilite pas les choses à partir du moment où on va pouvoir faire de l'autoconsommation, du stockage stationnaire et pourquoi pas de temps en temps un peu de réinjection, aujourd'hui, ce n'est pas permis d'un point de vue réglementaire. Donc là, on est finalement sur des petites choses de scories à devoir corriger d'un point de vue réglementaire pour que ça puisse cranter. Une des principales préconisations qu'on ait, c'est la communication. Aujourd'hui, il y a des retours d'expérience qui se font un peu partout, on en a même ici dans la région. Simplement, il faut les documenter, il faut les faire connaître, il faut faire connaître les solutions techniques aujourd'hui, qu'elles soient hardware ou software, pour pouvoir faire du smart charging, pour que les collectivités puissent se l'approprier. Il faut qu'on puisse faire des appels à projets pour que ce type de projet se multiplie aujourd'hui, et ça ne demande pas forcément d'avoir beaucoup d'aide ou d'apporter une aide significative, si ce n'est de payer le stockage.
peut-être réfléchir sur les zones où c'est le plus pertinent. Notamment, je pense aux zones non interconnectées qui aujourd'hui n'ont toujours pas le droit de faire de l'autoconsommation avec l'injection de surplus. Hein. En Corse, on subventionne les kilowattheures fossiles d'Ajaccio et on interdit d'injecter son surplus. Et on peut penser que sur ces zones touristique, en plus on développe l'électromobilité, ça serait pertinent d'avoir du smart charging avec du stockage stationnaire pour faire le maximum de recharge solaire. Juste un chiffre à garder en tête, 1 kW de photovoltaïque, ça permet de faire 5000 à 10 000 km en voiture électrique par an. Donc quand on regarde le coût d'1 kW de photovoltaïque et ce que coûte 10 000 km en pompe à essence, on voit qu'on a largement amorti son installation photovoltaïque. Merci Richard pour cette synthèse. Est-ce qu'il y a des questions pour expliciter ce qui a été dit, des précisions à demander auprès de Richard Loyen? Vous avez été trop clair. Oui, après juste une autre précision, c'est qu'il va falloir faire de la pédagogie sur la réglementation. Je ne sais pas si vous avez adepte de la loi LOM, la loi sur les mobilités, qui impose aux établissements qui reçoivent du public sur leur parking de mettre un certain nombre de bornes en fonction du nombre de places de parking qu'ils ont. On a une autre réglementation qui est la loi d'accélération des énergies renouvelables qui dit que quand vous avez un parking de plus de 1500 m², vous allez devoir obligatoirement le solariser. Les échéances ne sont pas les mêmes. Alors, il n'y a pas forcément de pénalité. Si je ne mets pas d'ombrière de parking, j'aurai une amende. Si je ne mets pas de borne de recharge, j'aurai pas d'amende. Donc les réglementations sont un peu à taille variable en termes de pénalité. Et soit je le fais de façon désordonnée. Je vais respecter en premier l'obligation de mettre mon ombrière en 2026 et puis en 2028 l'obligation de mettre les bornes. Sauf qu'il vaut mieux le penser en même temps parce que je vais pouvoir faire des économies sur le coût au niveau de la VRD et en une seule fois prévoir de faire mes ombrières avec toutes les tranchées qui vont bien pour demain avoir les bornes de recharge IRVE qui seront déployées à la mise en œuvre des ombrières ou plus tard parce que le collègue de Siouson va nous dire que les ombrières sont IRVE ready aujourd'hui pour pouvoir faire le câblage et avoir les bandes qui vont bien. On va en parler justement à l'instant. Donc, s'il n'y a pas de questions, on pourra toujours y revenir s'il y en a une ici. Donc, deuxième rang sur le côté, voilà. Donc, si vous pouvez, oui, vous pouvez parler. Alors, dans un micro, non, dans un micro, sinon on vous entend pas. Avec, voilà, si vous pouvez vous dire qui vous êtes aussi, comme ça, ça permet de situer. Ok, je suis Gauthier Bonneau, je travaille chez la SNEF, dont assistant chef de projet pour des centrales solaires. J'ai une question par rapport aux bornes de recharge. J'ai vu un système comme ça sur le net où au lieu de recharger sa batterie à la borne de recharge, qu'il y ait des batteries qui soient prêtes à être remplacées, qu'il y ait un système de remplacement de batterie pour pallier au problème du temps de recharge de la borne de recharge. Est-ce que vous avez du développement de la R&D là-dessus ou alors c'est d'autres entreprises? Ça, c'est un système qui a été développé en premier lieu en Israël. Je crois que c'était avec Renault, qui n'a pas été un succès. Depuis, ça a été réimporté en France, pas pour des voitures, mais pour des scooters. Et je peux vous dire que sur les scooters, ça fait un tabac. Aujourd'hui, c'est un de mes membres, The Way, qui fait ça. Et finalement, vous louez votre scooter et un peu partout dans les villes, il y a des bornes avec des racks de batterie. Et quand votre batterie est presque vide, vous allez à la box, vous prenez votre batterie vide, vous la remplacez par une batterie pleine et on est en économie circulaire. Oui, parce que là aussi, ça répond à un besoin. Il y a quelque chose de très clair, pratique. Et surtout, une batterie de scooter est largement moins lourde qu'une batterie de voiture à changer en termes de rack, donc c'est beaucoup plus faisable physiquement. Oui, il y a un petit complément aussi, c'est que ça fonctionne très bien en circuit fermé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es dans un système propriétaire unique, tu n'as pas de problématique de changer ta batterie. Là où tu as un problème, c'est quand tu as des multi-batteries, multi-fabricants, et que tu dois venir changer une batterie plus ou moins usagée d'une marque sur une autre. Voilà. Dans un système ouvert avec multi-opérateurs, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. C'était notamment pour ça que ça n'avait pas fonctionné en Israël. Mais en circuit fermé, je pense qu'effectivement, c'est ce qu'a fait The Energy, enfin, The Way, qui est une émanation de The Energy. Mais en tout cas, voilà, dans cette approche-là, je pense que ça fonctionne très bien. Et ça pourrait pas être normé comme ça peut l'être pour les USB-C, toutes les batteries qui aient les mêmes... On peut tout normer, mais... on va dire que là aussi, on est au début, quoi. Mais on va garder le micro. Peut-être on va garder après des questions pour la fin. Mais je voudrais que François Guérin, effectivement, garde le micro parce qu'on va passer à la pratique, justement, avec un modèle économique qui propose d'associer services
et production d'électricité en circuit court. Vous avez prononcé la formule, notamment auprès des collectivités. Donc on peut parler là du concept un peu d'ombrière communale. On le verra avec Nicolas Ginte en illustration, directeur de la SEM Avergie, qui est l'outil de développement des énergies renouvelables du syndicat d'énergie du Lot-et-Garonne. Et ils se parlent dans les services, tout ça c'est bien. Et donc avec vous, François Guérin, nous allons commencer cet échange après avoir travaillé comme commercial, comme grand compte pour Direct Énergie, être directeur général aussi du producteur d'énergie Langa. Vous avez cofondé en 2017 l'entreprise See You Sun, basée en Bretagne, avec le concept des solutions clés en main de recharge électrique et de production d'énergie renouvelable. Et parmi les solutions, bien sûr, l'ombrière de parking et en parallèle l'installation de bornes de recharge. On va voir d'ailleurs peut-être une image tout de suite, voilà, avec notamment à gauche, en haut à gauche, un exemple dans le Lot-et-Garonne. Peut-être que Nicolas, ça lui parle au niveau de cette installation-là. Donc si je suis, François Guérin, une collectivité, une entreprise qui veut ou qui doit, on a bien dit, il y a cette histoire de législation, mais il y a des gens qui anticipent, équiper son parking, quelles sont les options de financement et les montages qui vont avec ? Voilà, le premier montage, c'est celui historique du photovoltaïque, c'est faire appel à un tiers investisseur. Donc c'est l'esprit de pouvoir louer son espace occupé par une division en volume qui va prendre un point d'ancrage sur le sol et puis survoler les places de parking. Et donc faire que les CAPEX sont externalisés auprès d'un producteur dont c'est le métier de développer, construire, financer, exploiter ce type de centrale. Et puis aujourd'hui de valoriser cette électricité en circuit court notamment. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle de l'ombrière fonctionne plutôt bien parce qu'il permet une massification. Et ça, c'est un des sujets qui est quand même qui nous a amené à nous positionner en tant que développeurs historiques dans le secteur, c'est que la massification des ombrières, elle est beaucoup plus faisable, organisable, programmable finalement qu'une toiture. Sur du neuf ou sur de la grosse rénovation, on peut travailler la toiture assez facilement, mais sur l'existant en lui-même, on a des études de structure, on a une capacité de charpente, une étanchéité, un amiantage qui sont des choses plus complexes à appréhender dans une logique de massification. Les exemples que vous voyez là aujourd'hui, ce sont des exemples simple, c'est du bon sens paysan, c'est du panneau solaire par-dessus des espaces déjà artificialisés et sur lesquels on peut envisager de venir travailler une production d'électricité qui s'intègre en fait finalement dans son environnement. Et finalement la recharge, je veux dire, après le modèle qui va avec, c'est une brique de plus finalement. C'est exactement ça, c'est-à-dire que à titre perso, je suis assez marqué par l'aménagement de nos villes et où quand on ouvre une voirie, sur 5 ans, on va ouvrir 5 fois la voirie, on va faire les eaux usées, la fibre optique, etc. Je ne suis pas là pour un peu critiquer le sujet, mais c'est vrai que c'est un constat et quand on a lancé See You Sun, l'idée était de dire un peu Jérémy Rifkin, la troisième révolution industrielle. Il y a des croisements de courbes. Quand il y a des croisements de courbes, c'est qu'il y a des choses à faire de façon mutualisée. Et là, ce croisement de courbes qui nous a intéressés, c'était de dire d'un côté, il y a le marché de l'électrification des usages qui est en train d'arriver et sur la mobilité, c'est forcément autour de la mobilité électrique où c'est un des gros piliers. De l'autre côté, on a la massification du photovoltaïque. Chez See You Sun, on est historique développeur photovoltaïque, donc on a ça en nous. Et puis le LCOE du photovoltaïque, c'est pas d'aujourd'hui qu'on le découvre. Le LCOE le plus faible du marché, c'est le nôtre. L'acceptabilité sociale, c'est le photovoltaïque. Bon, voilà, je ne vais pas faire le sujet de l'argumentaire, mais c'était une évidence que ça allait se massifier. Et donc ce croisement de courbes, c'était de dire tout simplement, profitons du déploiement du solaire qui doit se faire en France et en Europe pour massifier les prééquipements et essayer de faire penser tout le monde, usage et aménagement. C'est-à-dire que quand je conçois quelque chose, j'essaie de le concevoir de façon viable dans le temps, avec ses niveaux de service de mobilité électrique, service de mobilité douce autour du vélo, service d'aménagement d'infrastructures de plein air. On en parlera peut-être après sur tout ce qu'on fait au niveau des ombrières. Mais c'était vraiment l'idée de rendre cette ombrière multifonction parce qu'on est dans une transition et dans laquelle il va falloir penser aux usages de demain. Et les modèles économiques sur les bornes, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on ne les a pas forcément. Il y a des modèles économiques de cash burn sur de la prise de position sur la borne de recharge rapide. Il y a des modèles économiques anticipés par les collectivités via les syndicats pour aménager des bornes pour satisfaire un besoin de territoire. Il y a le modèle économique de la borne à l'entreprise pour des besoins de flotte, de personnel, etc. Mais c'est plein de modèles économiques différents. Par contre, il faut
notre job, nous, en tout cas, en tant que producteur, ça a été essayer d'amener le producteur en tant qu'aménageur de solutions durables. Et donc de faire que quand on fait du photovoltaïque quelque part, on pense globalement à l'usage du site et comment il évoluera dans le temps. Les bornes en sont un, mais on a effectivement un certain nombre d'autres corollaires qui arrivent. Là, si on prend un exemple, je ne sais pas si c'est le bon, je vais prendre celui qui est à côté, on voit même presque le Pic Saint-Loup, si je ne me trompe pas, Saint-Mathieu-de-Tréviers, c'est à côté d'ici, donc on est sur un stade municipal. Est-ce que c'est vous qui proposez ça? On vient vous voir pour des ombrières photovoltaïques et puis vous dites, ah mais vous pouvez faire en plus quelque chose au niveau de la recharge de véhicules. Et là-dedans, puisque Richard Lorient disait, il y a peut-être un problème de logiciel aujourd'hui, donc plus un problème technique. Est-ce que c'est ça votre valeur ajoutée, c'est d'amener l'outil qui peut-être fait défaut? Alors, Moi, j'y connais rien en tant que collectivité. Non, mais l'outil ne fait pas défaut, c'est juste qu'il faut s'en servir. C'est l'histoire des grosses pierres, c'est-à-dire que là, je pense qu'on a plein de solutions pour mettre en route la transition énergétique, mais encore faut-il les mettre et bien les exécuter. Si Houston, on a pris une verticale très forte, qui était l'aménagement des territoires, les ombrières photovoltaïques et tous les services à côté. Après, comment on déploie? Et ça, c'est la question, et Nicolas est là, il pourra expliquer son cas d'exemple, mais on s'est aussi à côté des acteurs des territoires pour déployer. En haut à gauche, vous avez Brax. Là, on est sur le Lot-et-Garonne avec Nicolas, il expliquera, mais c'est un co-investissement, un co-développement avec la SEM du syndicat. En haut à droite, vous avez la Mayenne, une maison médicale à Ernée en co-investissement avec le territoire. En bas à gauche, vous avez le co-investissement avec l'AREC, le co-développement. L'AREC est très présent à Energaia. L'Agence de l'énergie d'Occitanie. Exactement, qui est sous la politique très engagée de la présidente de région, qui veut rendre sa région à énergie positive, qui veut bouger les choses. On a créé Ombrière d'Occitanie, ensemble, et ensemble, on co-développe au quotidien de façon basique. Vous avez accès à des collectivités, elles ont des espaces à solariser, on sait travailler le métier, vous avez des besoins d'électrification, vous avez des besoins d'usage, on déploie, on massifie. Et Saint-Mathieu-de-Tréviers, c'est ce bon exemple, parce que derrière, ça donne d'autres idées, d'autres projets. Là, on est sur un complexe de stade, mais l'Ombrière n'est pas obligé d'être que sur les parkings, on peut aller sur plein d'autres choses. Et l'estimation des besoins de recharge qui va avec, qui l'a fait? Est-ce que c'est forcément l'usager, en l'occurrence là, la collectivité? Et comment ça rentre dans le plan de financement? Enfin, je pose plusieurs questions là. Et comment c'est géré derrière? Encore une fois, la collectivité, je vais pas moi gérer les bornes de recharge. Non, il y a plusieurs modèles. Il y a un modèle où on peut venir installer des bornes et elles sont prise en charge par le loyer qu'on ne verse pas ou un bout de loyer qu'on verse un peu en moins pour la collectivité. Et tout de suite, la collectivité a un service mis en place. Elle peut être par des partenariats avec des borniers dont c'est le métier de mettre de la borne de recharge rapide. Les syndicats d'énergie qui eux aussi utilisent l'infrastructure solaire comme étant une source de production pour alimenter la station en IRVE et déploient leur modèle de réseau de bornes comme ils le déploient très très bien sur leurs différentes régions. Voilà, ça va dépendre de l'usage, de l'endroit. De mettre une borne pour une borne à un endroit où il n'y a pas de trafic, bon, voilà, se pose la question. Demain, les modèles... On le voit parfois, ça. Hein. Oui, parce qu'il y a une demande politique, ouais. De dire, moi aussi, dans ma commune, j'aimerais avoir une borne, et on peut la comprendre. Mais c'est vrai que parfois, malheureusement, elle est peut-être un peu sous-utilisée dans un taux d'électrification du véhicule en France qui est encore très bas. On doit être autour de 3%, je crois, d'électrification, mais ça va s'accélérer. Ça accélère. Et juste, vous avez dit, par rapport à la notion de service, je trouvais ça intéressant parce que dans vos systèmes, dans votre modèle économique proposé, dans les différents types de financement, en fait, il y a aussi le zéro loyer à la collectivité en échange d'un service. Et ça veut dire que quand même au niveau de... C'est assez culotté, permettez-moi l'expression. Et ça veut dire peut-être qu'il y a une évolution dans l'état d'esprit de collectivité et du public en général. Hein, parce que souvent derrière l'élu, il y a le citoyen qui est en train de passer justement à cette question d'usage. Il y a clairement une accélération. Quand on a créé Siouson, les premières ombrières, effectivement, on venait voir, on disait... Quand on fait des ombrières à Vichy, l'ensoleillement moyen, sur du 100 kg, on sortait des loyers de 100 € par an. C'était qualité de bon, c'est super, on couvre des parkings et bon, ouais, so what, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais ça passait. Parce qu'il y avait certaines communes, certains engagements politiques qui étaient de dire nous, on veut déployer. Oublions pas qu'une fois qu'on a mis notre production photovoltaïque ici, elle est là, quoi. Elle est résiliente pour notre territoire et elle servira dans le temps. Et là, effectivement, il y a un game changer. Alors, je trouve que le game changer, il se fait beaucoup par l'autoconsommation collective en ce moment, et qui est de dire finalement, moi, collectivité ou entreprise, quand j'accepte de mettre une ombrière photovoltaïque ou autre actif, finalement, c'est pas simplement une perception de valeur que je perds parce que je n'investis pas ou je n'ai pas un loyer énorme. Non, en fait, je mets une production d'électricité qui va pouvoir servir en circuit court dans un rayon de 2 à 10 km autour de ma centrale.
Je vais pouvoir faire de l'aménagement. Je vais pouvoir penser vélo. Je vais pouvoir penser mobilité douce, donc le silo dans ma collectivité ou dans mon interco qui pense nouveaux transports, nouveaux moyens de déplacement. Sous l'ombrière, je peux penser à un abri vélo connecté. Je peux mettre du vélo en libre service. Je peux discuter avec des opérateurs comme Drive qui vont du coup venir faire du smart charging parce que je suis sur un centre technique municipal et j'ai 10 voitures électriques et je vais pouvoir gérer avec la flotte de véhicules de la recharge ou de l'électrification intelligente. Donc en fait, on est totalement dans ce qu'écrivait Jeremy Rifkin sur la troisième révolution industrielle. On l'a pris pour un fou pendant 10 ans, on l'a critiqué. Aujourd'hui, on est à ce moment-là. Et donc, c'est pour moi, à nous, les acteurs, opérateurs privés et collectivités, SEM et puis syndicats de représentation, de faire évoluer cette pédagogie, Richard parlait de pédagogie, mais dans une logique de pragmatisme. On y est, on fait, on déploie, on massifie, on fait nos grosses pierres, et après... Nous, le potentiel sur ce genre d'infrastructure, je ne parle pas privé, hein, on est entre 3 et 500 kilos watts crête par commune en France, minimum. Parce que l'ombrière, elle vient sur une aire de stationnement, mais elle peut venir sur un boulodrome, un terrain de tennis, une tribune de stade. L'ombrière, sur l'espace des chats artificialisé, elle a plein de supports. Et donc, entre 3 et 500 kilos sur 36 000 communes de France, ça fait 18 gigas. On est à 19 gigas de puissance raccordée photovoltaïque, on annonce 100 gigas d'ici 2035, on a 18 gigas minimum mobilisables sous nos pattes sur des espaces déjà artificialisés. Action. Et au plus près de la consommation, et en gros ça correspond à une bonne partie des consommations électriques d'un village. Exactement. Il y a une cohérence. Moi je vous propose de passer le micro à votre voisin ou de votre voisin d'en prendre un autre, et on prendra les questions sur cette partie-là ensemble, hein, s'il y a des questions d'ordre même technique de financement, mais donc c'est un témoignage aussi, donc avec Nicolas Ginte, donc j'ai dit directeur de la SEM Avergie, qui est l'outil de développement des ENR du syndicat d'énergie du Lot-et-Garonne, et donc vous travaillez avec Siouson, on le voit donc sur cette image donc de la commune de Brax, donc une trentaine d'ombrières photovoltaïques avec recharge en cours, hein, de concrétisation, si je ne dis pas de bêtises. Dites-nous vos choix sur le montage économique, juridique peut-être, et pourquoi cette option de partir, on va dire, vous auriez pu partir tout seul, le faire tout seul, pourquoi ce co-développement, on va dire? Oui, alors c'est vrai que quand on a été créé en 2019, je rappelle peut-être rapidement, hein, les syndicats d'énergie sont des acteurs de l'ombre, hein, que peu de gens connaissent, mais qui regroupent toutes les communes de France sont dans un syndicat d'énergie ou dans voilà, un autre échelon acteur de la distribution d'électricité, puisque les collectivités sont propriétaires des réseaux exploités par Enedis. Donc ça, c'est notre histoire. Le syndicat d'énergie de Lot-et-Garonne, c'est 70 ans au service de l'énergie. Mais aujourd'hui, le rôle a changé. Il faut agir pour cette transition. Et donc, nous, on s'appuie sur nos 319 communes du département qui sont adhérentes du syndicat. Donc, quand on a été créé en 2019, c'était vraiment pour accélérer les transitions. Donc, on a cherché comment on pouvait être le plus efficace possible avec les moyens qu'on nous donnait. On a cherché quelles étaient les solutions techniques les plus appropriées. La première qui nous est venue à l'idée, et c'est aussi l'opportunité qui nous a été offerte par François et Kevin de Siouson, qui nous ont proposé ce modèle-là, c'était d'attaquer tout de suite les parkings. Parce qu'on sait très bien que c'est le meilleur endroit pour faire du photovoltaïque. C'est là où il y a le moins de contestation possible, c'est le plus simple à déployer. Ça rend service aux gens, au passage? Ça rend service. Donc ça a été un de nos premiers projets. Nous, on était une petite structure pas staffée, avec peu d'expérience dans le domaine. Donc on pouvait s'appuyer sur les compétences que nous proposait Siouson et tout de suite être en capacité de proposer des offres économiques pertinente à toutes les communes et à tous les acteurs du territoire. Alors, le principe, sans rentrer dans des détails qui seraient éventuellement confidentiels au passage, c'est quoi? Donc, il y a une SEM, représentant la collectivité, il y a une entreprise privée. C'est quoi l'accord? C'est pour faire quoi? Donc on a créé une filiale commune qui s'appelle Ombrière Solaire 47, détenue à 50-50. Et ensuite, on a chacun une part d'action pour le co-développer les projets, les co-financer
et ensuite construire et exploiter. La construction étant réalisée par Siosun, voilà, tout simplement. Très simplement. Et est-ce que la recharge de véhicules, elle est systématique ou est-ce que c'est fonction des endroits et c'est déjà intégré dans cette société commune? Alors, elle n'est pas systématique, elle dépend des besoins qui sont exprimés en face. Il faut savoir que le syndicat d'énergie a déployé aussi un réseau de bornes qui est d'ailleurs régional, hein, qui s'appelle Mobiv. Donc cette première infrastructure qui était là, les fameuses bornes dans des communes qui ne servent pas forcément, mais qui ont démarré il y a maintenant une dizaine d'années pour montrer, rassurer et permettre aux gens de s'impliquer là-dedans. Oui, il y en a une dans mon village où il y a souvent un tracteur qui se gare là parce qu'il n'y a personne qui recharge. Voilà, mais c'est l'action aussi des syndicats d'énergie, de défendre l'intérêt général et de montrer la voie, peut-être à certains moments perdre de l'argent, mais au moins de pousser dans ce domaine-là, sachant qu'on voit aujourd'hui l'expérience qu'on a sur ce réseau, c'est le point de bascule de 2022. Voilà, clairement, il y a 2022 et le point de bascule sur l'électromobilité. On le voit dans les courbes, de toutes les courbes qu'on regarde, le point d'infléchissement, c'est 2022. La guerre en Ukraine? Je pense pas que ce soit la guerre en Ukraine, peut-être que ça a influé. Je pense que c'est surtout la maturité des véhicules, la massification et la baisse des prix, les Tesla, les Chinois, les Européens qui sont peut-être un peu à la traîne, mais je pense que c'est surtout la baisse du coût des batteries qui a lancé tout ça. Mais néanmoins, voilà, pour en revenir au sujet, nous c'est du cas par cas quand on a de la demande. Sur du domaine privé, aujourd'hui, on le développe sur le domaine privé en particulier. Et petit cas aussi spécifique chez nous, on déploie des stations de distribution multi-énergie. Puisque l'électrique, c'est la solution reine, on va dire, sur le véhicule particulier, petite taille. Quand on parle de poids lourd, aujourd'hui, la solution reine, c'est le bio-GNV. Donc, quand on est aussi, nous, dans cette position de vouloir massifier et d'être acteur efficace pour la transition énergétique et pour remplir le défi de lutte contre le changement climatique, si on veut décarboner le transport poids lourd, il faut aujourd'hui aller plein pot sur le bio-GNV. Donc, on a des stations qui font du bio-GNV, équipées d'ombrières photovoltaïques, en autoconsommation, avec un superchargeur électrique. Donc voilà un peu ce qu'on fait, du multi-énergie, apporter la bonne réponse, et c'est un peu notre rôle aussi de collectivité, c'est de faire le choix et de ne pas avoir d'être monotâche. Pas mono-énergie. Voilà, l'hydrogène pour nous, c'est dans la mobilité, c'est pour, je vais être volontairement provocateur, c'est pour un peu amuser la galerie. Pendant qu'on fait de l'hydrogène, on ne fait pas de la vraie transition énergétique. Quand je parle de mobilité, hein, quand on a une urgence qui est à 5 ans de décarboner drastiquement sur le poids lourd, on ne peut pas s'amuser à dépenser des milliards alors qu'on a le même bilan carbone sur l'électrique ou sur le biogaz. Voilà. Bon, je dis ça en passant ça parce va que amener des commentaires, mais là c'est important. Je ne vais pas me risquer sur ce terrain. Et juste avant de passer la parole au public justement pour des questions-réponses, si je reste sur la partie financement de l'opération, donc est-ce que les communes elles-mêmes participent? Quelle est la participation vous êtes sur le terrain privé? Est-ce qu'il y a des participations de privés? Comment ça se passe? Le modèle général, c'est du tiers investissement. Donc c'est la société Aubrien Solaire 47 qui investit, qui cherche la dette et zéro à la charge du demandeur, sauf cas particulier où il souhaite co-investir avec nous, mais ça c'est dans d'autres cadres. Voilà, on s'adapte toujours pour rendre les projets faisables. Ouais. Mais le modèle roi, c'est le tiers investissement. Ouais. Merci à vous deux. Gardez un micro pour répondre au public. Est-ce qu'il y a des questions sur cette séquence, sur le modèle Siosun en général, les ombrières communales, sur l'exemple du Lot-et-Garonne, sur comment ça a été monté, quelques précisions à demander? N'hésitez pas, surtout qu'après, souvent les questions elles viennent après, on n'aura plus le temps.
Donc le plus dur étant de lancer la première question. S'il n'y a pas de questions, on va enchaîner. Après, possiblement, il y aura une séance de rattrapage à la toute fin de la table ronde. Moi, j'en ai quand même une. Est-ce que le côté investissement participatif, puisqu'on est vraiment dans des usages dans le cœur de village, dans le cœur de ville, c'est quelque chose qui est un plus, où là, il n'y a pas besoin, tellement ça répond à des besoins, finalement, ça coule de source. Ça vient rien rajouter. Alors l'investissement participatif, on le fait sur nos centrales au sol. On n'a jamais eu de demande particulière sur des ombrières, effectivement. Dans l'absolu, on pourrait l'imaginer, hein, rien ne l'empêche. Mais c'est vrai qu'on le déploie plutôt sur des centrales au sol. Très bien, merci. Donc s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va enchaîner sur le dernier témoignage de la table ronde. Je vais demander à Tanguy d'aller chercher un micro, parce que sinon ça va être compliqué pour lui. Voilà, donc dernière intervention, avant de passer à peut-être une séquence de questions-réponses, si vous êtes moins timide. Avec Tanguy Poupard-Lafarge, chef de projet, on l'a dit, Smart Charging pour Drive, filiale du groupe EDF, dont l'État, je le répète à chaque fois, est redevenu actionnaire unique cet été. Donc ça peut-être accélérer des choses aussi, s'il y a une volonté politique derrière. Je me tourne vers Richard Loyen. Alors la proposition de Drive, c'est se servir de la batterie du véhicule électrique comme d'un outil de stockage de production solaire, ce qu'on appelle le V2G, ou pour Vehicle to Grid, de la voiture au réseau en bon français. Et dans votre cas aussi, forcément, vous poussez au développement du couplage ombrière photovoltaïque et recharge électrique, avec une nuance. Ça a été dit, votre service ne consiste pas à poser du solaire, mais à optimiser les flux pour la réinjection sur le réseau. Alors aujourd'hui, Drive a une centaine de mégawatts de capacité de flexibilité installée, c'est la formule. Et Tanguy Poupard-Lafarge, je vous propose de nous expliquer tout ça en pratique en vous appuyant sur l'exemple concret du projet que vous menez avec l'entreprise Sanofi dans le Gard, avec peut-être un peu d'abord de pédagogie sur ce système de la voiture au réseau. Et je vous laisse ceci vous avancer là. Je vous remercie. Je tiens à remercier également mes copanélistes pour leurs premières interventions, parce qu'effectivement c'est très pertinent par rapport à ce que je vais dire. On a eu d'abord une vision analytique et macro qui montrait la pertinence de lier le photovoltaïque et la recharge, puis une vision plus pratique où effectivement on va avoir de l'emprise au sol, on va avoir des travaux et des tranchées qui sont déjà réalisés et qu'on peut réutiliser. Et l'idée de Drive, c'est de piloter la recharge, et notamment la recharge en fonction de la production photovoltaïque, pour faire en sorte qu'évidemment ça ne soit pas juste deux infrastructures l'une à côté de l'autre, mais qu'elles communiquent entre elles et que la recharge se fasse véritablement intelligemment en fonction, en l'occurrence, de la production photovoltaïque. Drive est donc une filiale d'EDF qui va proposer différentes solutions de recharge intelligente. On va proposer ce qu'on appelle la technologie Vehicle to Grid, qui est donc la possibilité d'utiliser les batteries des véhicules électriques comme moyen de stockage de l'électricité pour pouvoir à la fois recharger au meilleur moment, par exemple lorsque la production photovoltaïque tourne à plein ou que les prix de l'électricité sont bas, puis décharger la batterie des véhicules électriques lorsque le réseau est tendu, et notamment par exemple lorsqu'on va avoir une forte demande d'électricité en France qui va pousser à faire fonctionner des centrales à gaz et à charbon, ce qu'on souhaite éviter. La difficulté de cette technologie-là, qui est évidemment extrêmement prometteuse et bénéfique pour le réseau et pour les utilisateurs, est qu'aujourd'hui, peu de véhicules électriques sont compatibles avec cette technologie-là. Tous les grands constructeurs l'ont sur leur feuille de route, mais on est obligé d'un peu d'attendre la compatibilité de ces véhicules-là. Aujourd'hui, Pour être précis, c'est sur donc la batterie. C'est ça. Alors non, c'est plutôt sur l'interface entre la borne et la batterie. Donc c'est au sein du véhicule, et aujourd'hui on travaille essentiellement avec des véhicules Nissan. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on se développe beaucoup sur ce que nous on appelle le V1G, qui se comprend uniquement évidemment en référence au V2G, et qui se concentre sur le pilotage uniquement de la recharge. Et donc on va se concentrer, en l'occurrence dans le cadre d'un programme sur lequel on travaille dans la région Occitanie, qui s'appelle le programme Flexitanie,
sur le pilotage de la recharge en fonction de la production photovoltaïque sur des sites donnés. Et c'est ce qu'on fait avec le projet Sanofi, sur lequel je vais revenir. Alors, pour expliquer brièvement le fonctionnement de la solution, on va recharger au moment où la production photovoltaïque tourne à plein. Ça va essentiellement fonctionner sur des parkings privés. Donc, par exemple, on va avoir des salariés qui vont arriver le matin, qui vont repartir le soir. Et donc, logiquement, ils vont arriver vers 8 h du matin et ils vont commencer à recharger la batterie à ce moment-là. Or, si jamais on souhaite maximiser l'autoconsommation d'un site, à 8 h du matin, ce n'est pas la meilleure horaire, surtout en ce moment. Et donc, l'idée, c'est de piloter la recharge pour faire en sorte que le véhicule soit rechargé, évidemment, à la fin de la journée. Mais peut-être que si jamais il a 50% de charge déjà, on n'est pas obligé de commencer à 8 h du matin pour que l'employé doit repartir vers 17 h. On peut peut-être attendre un peu, et notamment les moments où la production photovoltaïque tourne à plein. Et donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on a des outils analytiques qui vont à la fois pouvoir prendre en compte l'orientation des panneaux solaires, la puissance évidemment de ces panneaux solaires, et les besoins de recharge des employés, pour faire en sorte de recharger au meilleur moment et maximiser ainsi l'autoconsommation, et du même coup faire réaliser des gains monétaires et évidemment en CO2 puisqu'on recharge avec une électricité décarbonée. Donc, quelques grands avantages de la solution. On parlait notamment du fait de limiter la recharge en fonction de la puissance disponible. On évite d'augmenter la puissance disponible. On utilise des circuits électriques qui sont déjà présents. On évite parfois même de faire des travaux supplémentaires si jamais ça a été bien fait. Alors c'est vrai qu'on l'a discuté tout à l'heure, il y a souvent des décalages de temporalité de budget dans un projet photovoltaïque et dans un projet IRVE, ce qui fait que ce n'est pas toujours installé ensemble. Mais c'est aussi tout l'intérêt de la solution Drive, c'est que nous, on peut venir après. On a la solution photovoltaïque qui est déjà installée et on prend en compte cette installation photovoltaïque déjà installée pour optimiser la recharge, finalement sous contrainte. C'est comme ça qu'on se définit, un optimiseur sous contrainte, pour faire au mieux et toujours évidemment dans le respect des besoins de mobilité des utilisateurs. Et donc voilà, c'est les 4 grandes promesses: puissance, besoin de mobilité, prix de l'électricité, puisqu'évidemment on va pouvoir recharger quand l'électricité est peu chère, et enfin origine de l'électricité avec notamment les panneaux photovoltaïques. Et donc ça, c'est un projet qu'on réalise dans le cadre du programme Flexitanie. Et donc c'est le projet Sanofi Aramon qu'on a annoncé hier lors de ce salon, qui correspond à l'installation de 44 bornes en partenariat avec une autre filiale EDF qui s'appelle Easivia, qui installe des bornes pour le coup. Et on va piloter la recharge sur ce site qui dispose de quasiment 4 MW d'installation photovoltaïque et qui va en plus de ça augmenter par la suite sa production photovoltaïque. Avec des ombrières. Avec des ombrières. Aujourd'hui c'est pas mal au sol. Et avec un cas d'usage donc salarié. Et ça c'est quelque chose qu'on souhaite aujourd'hui proposer à l'ensemble des entreprises et collectivités locales de la région Occitanie, de bénéficier de ce service-là, qui est aujourd'hui promu par la région Occitanie à travers des subventions qui peuvent aider à bénéficier de ce type de système. Oui, parce que sur la courbe de tout à l'heure, où on voyait les gains en argent, Oui. c'est-à-dire à qui ça profite, là, par exemple, sur ce programme de Sanofi à Ramon, les kilowattheures qui sont rechargés, Alors, ça profite à qui? Les kilowattheures qui sont rechargés profitent évidemment à Sanofi, en l'occurrence, et pourraient profiter à n'importe quelle autre entreprise et collectivité locale. Et nous, on propose juste un système au moment de l'achat de la borne. Ensuite, on optimise la consommation en tant qu'optimiseur de la recharge. Ouais, donc et pour le salarié lui-même, l'avantage, c'est quoi, pour être concret? Et donc, pour le salarié, on va avoir plusieurs... Je t'embête, qui tourne. Oui, merci. Pour le salarié, on va avoir un avantage qui va être négocié pour le coup avec l'employeur, puisqu'on va permettre d'optimiser l'autoconsommation locale. Par conséquent, on va augmenter la quantité d'électricité à disposition de l'entreprise, qui va ensuite pouvoir proposer une charge qui sera le moins chère possible. Voilà. Est-ce que ça amène des questions pour le coup, donc ce qui est proposé là par Drive? Alors c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on en parle sur Energaia, mais là ça y est, ça commence à
à prendre corps là aussi, malgré voilà, les incohérences signalées par le délégué général des Nerplans. Donc cette impossibilité finalement de le valoriser autrement, ce kilowattheure. Il faut trouver une façon, ça peut être un cadeau aux salariés là, pour le coup, Alors, à Sanofi. Exactement, ça peut être un cadeau aux salariés et c'est surtout une façon de maximiser l'autoconsommation pour le site. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre de réaliser des gains monétaires. Et c'est un système qu'on peut mettre en place dans d'autres cas, hein, même s'il n'y a pas de production photovoltaïque, on va pouvoir optimiser la recharge en fonction, par exemple, des prix de l'électricité. Et c'est ce qu'on va faire, par exemple, sur les sites EDF. Aujourd'hui, on va maximiser l'autoconsommation et grâce à ça, les salariés vont avoir des avantages qui vont être une quantité de recharge gratuite par an. Donc c'est des avantages aussi que peuvent fournir les entreprises et collectivités locales. Et ensuite, on va avoir un sujet de diminution de ce qu'on appelle le TCO, Total Cost of Ownership. C'est ce que cherche à diminuer tous les opérateurs de flotte, qui est en fait de diminuer le coût du kilowattheure et le coût global de la flotte. Et ça, c'est des sujets qui peuvent être très importants, notamment pour les grandes flottes. Et là, j'élargis un peu le sujet parce qu'il n'y a pas d'ombrière sur ce client-là. Mais c'est ce qu'on fait, par exemple, pour la RATP aujourd'hui à Paris, où on va optimiser la recharge des bus électriques, puisqu'on le fait également sur les poids lourds. Et c'est vraiment, ce sujet du pilotage de la recharge, c'est vraiment quelque chose qui nous paraît fondamental, parce qu'il y a à la fois une question économique et il y a une question cohérence globale du système électrique, où aujourd'hui on a une forte progression des énergies renouvelables sur le réseau. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que les synergies qui sont sur le papier évidentes puissent exister dans la réalité, et que chacune des grandes flottes aujourd'hui qui souhaitent s'électrifier, qui souhaitent installer des panneaux photovoltaïques, puissent le faire intelligemment et de la façon la plus économique possible, puisque c'est là évidemment qu'est le nerf de la guerre, et c'est comme ça qu'on gagnera, en tout cas on le pense, la bataille de la transition écologique. Alors le nerf de la guerre, justement, juste, et après je vous laisse la parole, mais n'hésitez pas à lever la main, que je vois qu'il y a une appétence, un enthousiasme sur le sujet, sinon moi je continue. C'est quoi? C'est une prestation de Drive, ou vous payez sur une partie de la consommation optimisée? Alors on a une solution extrêmement simple où le paiement se fait initialement sur un système de forfait. Et ensuite, le logiciel est intégré directement au superviseur, et les entreprises telles que Sanofi ont donc la possibilité, via leur espace de supervision des bornes, d'indiquer le nombre de kilowattheures qu'ils souhaitent voir charger au sein de leur véhicule, et ils peuvent le modifier à tout moment. C'est-à-dire qu'évidemment, si jamais un salarié dit moi j'arrive à 8 heures mais j'ai besoin de mon véhicule à 10 heures, on ne va pas attendre midi pour commencer à recharger, on lance directement la recharge. Et ça permet de protéger les besoins de mobilité des utilisateurs, qui restent toujours notre priorité sur ces sujets. Il y a une question là-bas. Oui, bonjour, Jean-Luc, SS Val-de-Val. Pour optimiser, est-ce que ça serait envisageable de mettre aussi des ombrières orientées est-ouest en plus des ombrières sud? Alors, mais on aura des spécialistes là-dessus, plutôt du photovoltaïque. Moi, je suis vraiment sur la recharge, mais plus on va avoir de photovoltaïque, plus effectivement on va pouvoir maximiser la quantité d'énergie disponible. Et donc, par conséquent, si on a des bornes de recharge, l'autoconsommation. Alors, est-ce qu'il y a une réponse par rapport à la question de l'optimisation, pour le coup, du gisement, sur une orientation est-ouest, soleil levant, soleil couchant? Ouais, il y a une optimisation, mais elle n'est pas énorme. Une ombrière, on s'adapte toujours à un parking, à une définition, à un design qui est déjà existant. On s'amuse pas forcément à refaire le parking à chaque fois. Elle est plutôt assez plate. On essaye de faire des ombrières qui s'intègrent. Donc du 8, 10, 12 degrés, vous commencez déjà à toucher du 14 degrés, vous allez commencer à avoir des belles ailes d'avion qui vont arriver, donc dans l'intégration c'est moins sympa. Mais oui, d'un point de vue production, le Est-Ouest fait qu'on va avoir plutôt une courbe en dromadaire que la duck curve classique du photovoltaïque. On va un peu casser les choses sur une journée parfaite. Bon, je pense pas que l'enjeu soit là néanmoins sur le déploiement, mais effectivement du Est-Ouest ça fonctionne très bien. Et c'est d'ailleurs toutes les ombrières photovoltaïques Est, Ouest et Sud on a une production qui est à peu près similaire à du plat sur du plat de toiture. Tant que j'ai le micro, pour susciter l'année prochaine, ça serait bien qu'il y ait 2 ou 3 conférences sur le véhicule to grid, vu côté véhicule, vu côté utilisateur, parce que c'est vraiment le point qui va nous relier tous. Très bien.
C'est noté. En note. On va y revenir. On l'a fait hein, il y a 2 ans, me semble-t-il, mais effectivement, il faut le renouveler. Les choses avancent. Est-ce qu'il y a une autre question? Est-ce qu'on ne voit pas de main se lever? Levez bien, et juste à côté là-bas. Et une au fond après. Une au fond là-bas. Oui, bonjour, je suis Jürgen de Solar Profit. J'ai une question pour les fabricants des voitures électriques. C'était juste pour savoir, vous avez mentionné Nissan pour faire le bidirectionnel. Oui. Quelle est la situation avec les autres fabricants? Parce que normalement, ils n'aiment pas beaucoup parce qu'ils disent je vais utiliser ma batterie sans faire de conduction et après j'ai peut-être une voiture avec 10 000 km qui n'a pas... Ça, c'est la discussion typique pour faire ça utiliser dans les deux sens. Alors, Merci. Tanguy, vous ne vendez pas de voiture, On ne vend pas de- mais par contre, vous avez peut-être la réponse. J'ai la réponse. Déjà, je constate qu'il y a effectivement beaucoup d'interrogations sur la technologie véhicule to grid. Aujourd'hui, on est la région Occitanie, d'abord, il faut le dire, est la région la mieux dotée aujourd'hui en borne véhicule to grid, notamment grâce au programme Flexani, dans lequel Drive participe très activement. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on a pas mal de questions sur ce sujet-là, et c'est aujourd'hui le principal frein de la technologie véhicule to grid. Aujourd'hui, tous les constructeurs ont prévu d'intégrer la véhicule to grid dans leur véhicule. Après, ils ont un rythme Quel horizon? d'intégration qui est différent justement selon les constructeurs. On va avoir Volkswagen, je vais juste dire les annonces publiques. On a eu d'autres discussions mais que je ne peux donc pas dévoiler ici. Volkswagen avait déjà annoncé pour cette année que ça serait le cas. On va repousser ça l'année prochaine. Renault a également annoncé que ça serait le cas pour 2025. Et d'autres grands constructeurs américains ou allemands sont sur le point de faire des annonces. Et pour le coup, c'est vraiment des sujets qui sont intégrés sur la batterie. C'est-à-dire que le véhicule to grid ne fonctionnera évidemment que si jamais il n'y a pas d'impact sur la durée de vie de la batterie. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement regardées et qui sont une priorité aussi pour les constructeurs. La technologie va venir et elle sera maîtrisée de ce point de vue-là. Richard Loyen sur cette question? Oui, c'était pour rebondir sur les annonces publiques. Volkswagen l'a annoncé très récemment. C'est une mise à jour logicielle, donc c'est pas du hardware. Donc on peut penser qu'y compris les véhicules qui ont été vendus jusqu'à présent le puissent. Par contre, ça pose un problème de borne, puisqu'une borne qui n'a pas été conçue en bidirectionnelle, on est obligé d'avoir une borne bidirectionnelle. La prochaine Renault R5 sera en véhicule to grid. Renault a annoncé des innovations avec le CEA pour directement intégrer du véhicule to grid avec un nouveau système directement au niveau de sa batterie, au niveau du véhicule. Donc c'est devant nous. Moi, personnellement, le véhicule to grid, je ne sais pas si les gens ont envie de rendre des services au réseau. Par contre, le véhicule to home, pouvoir décharger sa voiture à la maison quand on arrive, qu'on l'a rechargée à l'ombrière de son patron et que le soir on va s'éviter de se prendre la pointe d'hiver, hein, là où on disait que le photovoltaïque n'apportait rien. Bah si, le photovoltaïque à 19h le soir avec un véhicule to grid, vous pouvez faire fonctionner votre pompe à chaleur, votre plaque à induction avec quelques kilowattheures, et si le lendemain vous voulez repartir avec le plein, vous ferez du soutirage en heure creuse la Ça, nuit. on a déjà le droit, ça, par contre. Oui, on a le droit, mais on n'a pas le matériel aujourd'hui. Une borne véhicule to grid pour un particulier, c'est compliqué à trouver. Il n'y a que quelques modèles de voitures. Donc j'espère que oui, l'année prochaine, avec les constructeurs automobiles concernés, on arrivera à faire un workshop sur le sujet. Allez, on se le note. Une autre question au fond ou à côté. Et il y avait une question au fond là-bas d'un jeune homme également. Voilà. Merci de vous présenter chaque fois, qu'on sache qui vous êtes. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? Bonjour, je m'appelle Wassim El Bouknifi, je suis étudiant au lycée Labro de Basse. J'aimerais vous poser une question. Si vous devez résumer cette conférence avec des détails pertinents, parce qu'on a eu beaucoup de détails techniques, je ne suis pas apte à comprendre certains détails. J'aimerais savoir en quelques trois mots pertinents qui devraient résumer en général cette conférence, s'il vous plaît. Alors là, c'est un réel exercice que vous nous demandez, jeune homme. Déjà d'être pertinent, ça c'est pas évident, et synthétique. Mais moi, je pense que Richard Loyen, il a le costume pour nous sortir quelque chose de synthétique. L'économie du photovoltaïque, on sait le faire. On voit le collègue finance. L'économie de la recharge, il y a plein de modèles possibles avec un opérateur de borne qui va faire payer au forfait, au kilowattheure, etc. C'est un deuxième modèle. Ça peut être en autoconsommation directe ou pas. Là aussi, les modèles sont ouverts. Donc, on a plein de modèles économiques possibles, globalement, qui fonctionnent et qui... Voilà. Mais Où
L'autre économie, c'est la puissance appelée. Aujourd'hui, un propriétaire de site qui est embêté, quand il va multiplier les bornes et qu'il va passer en HTA, il va avoir un nouveau transformateur, un nouvel abonnement, et que finalement l'économie, elle va se faire sur je reste embêté, et je mets un petit peu de stockage stationnaire et je mets des ombrières. On a des cas d'usage aujourd'hui où c'est prouvé. Donc voilà, sur l'économie, elle s'améliore, elle est possible, et on est capable de l'améliorer avec le développement électromobilité. Juste pour conclure, c'était la COP28. On s'est écharpé pour savoir est-ce qu'on doit s'éloigner du fossile, est-ce qu'on doit ralentir, phase down, est-ce qu'on doit sortir, phase out. En France, on n'a pas de soleil, on n'a pas de pétrole, mais on a du soleil, et particulièrement en Occitanie. Et donc c'est un couplage aujourd'hui qui est prometteur pour pouvoir décarboner à fond la mobilité avec les véhicules qui sont en train d'arriver et qui ne seront pas forcément que des voitures d'une tonne et demie, mais avec Rive, on a aussi des vélos. Ça, c'est pas mal. Enfin, je ne sais pas après si ça vous satisfait. On va prendre encore 2 minutes, 2 questions. Il y a une question là-bas, sur le côté. On va vous laisser la parole quand même, hein, voilà, même si le temps est à peu près écoulé. Et puis c'était une belle synthèse, hein. C'était un beau mot de conclusion. Bonjour, moi je me présente, je m'appelle Paul, je suis apprenti au CFA Basso-Cambois à Toulouse et je me demandais juste la durée de vie de vos ombrières. Est-ce que vous avez déjà du coup des chiffres, combien ça dure et si Alors je refais préciser la question, c'est ombrière comprenant le système de recharge ou parce que bon, ça Oui, on va dire en moyenne de ce qui est installé, etc. Et si ça rembourse la dette carbone du coup qui a été mis en place. Oui, le bilan carbone de l'ombrière a été calculé parce qu'on est pas mal sollicité dans les appels d'offres pour pouvoir justement justifier le bilan carbone. Donc on a plutôt un bilan carbone qui est très bon. Alors sur le photovoltaïque, le coût carbone, on le connaît. En 2 ans d'activité à peu près, on efface son coût de fabrication. Sur l'ombrière, effectivement, on a un coût carbone qui est surtout porté par les fondations, parce qu'on a un arrachement, un effet de prise au vent qui est importante. Donc chez Siusen, par exemple, on a construit 800 ombrières en 5 ans, donc on a un abac géotechnique qui est très fort et sur lequel on vient travailler des fondations spéciales, notamment sur de la géotechnique de type puits, de type pieux. Voilà, on a l'habitude d'essayer de venir diviser par 2 ou par 3 la semelle béton classique et on a fait des partenariats avec des cimentiers pour pouvoir justement mettre du béton bas carbone. Donc ça nécessite des engagements. On essaie d'être à impact dans tout ce qu'on fait. Et l'engagement, par exemple, c'est de pouvoir travailler avec un Hoffmann quand il fabrique son béton bas carbone. Mais quand vous le faites, il faut que vous puissiez sécuriser un silo entier. Et donc ça veut dire construire plein de projets dans la même temporalité au même moment parce que vous avez votre silo au même moment si vous voulez. Donc nos équipes de construction qui sont d'ailleurs dans la salle pour une partie, elles s'attachent à ça, à s'organiser dans la programmation, d'où la massification parce que le poids carbone essentiel il est surtout là. Sur la charpente on est sur quelque chose de recyclable. Donc on a parlé tout à l'heure de l'hydrogène, moi je crois beaucoup à l'hydrogène pour venir décarboner notre usine, notre industrie et notamment l'hydrogène sur l'acier. Et donc on aura demain un hydrogène sûrement décarboné. Et après donc la durée de vie d'une ombrière en elle-même, on est dimensionné aux Eurocode. Donc c'est une durée de vie d'un bâtiment avec du bois ou de l'acier qui est en galvanisation pour l'acier en elle-même. Donc on a une durée de vie qui est au-delà des 60, 70 ans, 80 ans sur les structures. Et puis les panneaux solaires en eux-mêmes vont suivre l'évolution technologique. Donc aujourd'hui on est sur des garanties de rendement à 25, 30 ans côté fabrication. Les onduleurs, on est sur des garanties standards à 10 ans avec des renouvellements et puis des provisionnements qui sont pris de notre côté. Donc, bande de recharge. Bande de recharge, on a un sujet aujourd'hui de ce que je comprends du secteur, c'est que on commence à avoir les premiers repowering. Parce que les premières bornes qui ont commencé à être installées aujourd'hui, la technologie évolue vite, les systèmes de prise ont changé, donc aujourd'hui ça s'est un peu normé pour le coup. Mais les bornes, on a connu on est au moment de faire un petit peu de repowering sur les premières, et c'est une vraie question de voir si les bornes sont capables de tenir aussi longtemps. Aujourd'hui, je pense qu'on est plutôt sur du 3-5 ans, peut-être 10 ans sur certaines, notamment rapides, mais encore une fois, c'est un début de marché. Le photovoltaïque est beaucoup plus mature à différents niveaux. Donc voilà, côté bilan carbone, en tout cas, il y a vraiment matière à faire quelque chose qui
qui soit totalement vertueux. Et puis j'ai pas fait le petit calcul que j'aimerais bien réussir à faire, c'est de dire finalement dans une région comme l'Occitanie par exemple, si vous avez mis une ombrière de 100 kg, que vous protégez 30 voitures l'été, quelle est l'économie indirecte que vous faites aux voitures, aux conducteurs qui récupèrent leur voiture plutôt que de mettre la clim s'il n'y avait pas eu l'ombrière. Et j'aimerais bien faire ce petit calcul là pour voir un peu ce que ça donne, parce que c'est du indirect, mais mine de rien on n'est pas en train de brûler autre chose au moment où on fait ça. Et puis dernière conclusion pour moi, pour ma part, sur la question tout à l'heure qui était de dire synthétiser. Pour moi, la synthèse aujourd'hui, elle est simple, c'est go, quoi. En fait, c'est place à l'action. Je suis navré et je fais un petit clin d'œil à la région Occitanie. On est dans un magnifique lieu. Ça fait plusieurs années qu'on vient faire Energaia ici. Il n'y a toujours pas d'ombrière sur ces beaux parkings. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? À un moment donné, allons-y. C'est maintenant, maintenant, maintenant. Donc, go, place à l'action. Bravo. Merci pour cette conclusion, merci aux intervenants, bon salon, bonne fin de salon. Et sinon, rendez-vous dans 10 minutes pour la dernière table ronde d'Energaia consacrée à la réindustrialisation de l'industrie photovoltaïque européenne.